Bonjour, chers amis. Comment allez-vous? Je suis ici aujourd'hui pour répondre à un appel à l'aide. Une personne m'a envoyé une question avec cet emoji, comme ça, de quelqu'un qui est affligé. Vous connaissez cette petite poupée qui met ses mains comme ça, montre qu'elle est affligée. J'ai reçu une question d'une personne qui m'a dit le suivant. S'il vous plaît, aidez-moi, donnez-moi des conseils sur la manière que je dois réagir avec la famille de mon mari. Il ne m'aime pas, il me rejette et je ne sais pas quoi faire d'autre. Ils ont commencé à me rejeter dès le premier jour. Ils ont montré qu'ils ne m'aimaient pas et depuis lors je souffre. Que faire? Je voudrais d'abord m'adresser à vous qui sortez avec quelqu'un qui est dans cette situation. Vous avez déjà réalisé dès le début que votre relation ne plaît pas aux parents de votre petit ami. Vous l'avez compris. Et vous insistez. Peu importe s'ils aiment, s'ils n'aiment pas, vous continuez et allez de l'avant. Mais je voulais que vous preniez en considération, que vous réfléchissiez. Êtes-vous prête à vivre avec ce rejet pendant de nombreuses années, peut-être même pour toujours, parce qu'il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des situations dans notre vie où nous travaillons, où nous prions, où nous changeons notre comportement et ces situations changent. Mais il y a d'autres situations qui ne changent pas. Nous accueillons de nombreuses personnes, principalement avec des problèmes liés à la famille. Et il y a des cas de femmes qui nous ont dit je vis avec la haine de ma belle-mère ou avec les humiliations de ma belle-mère depuis de nombreuses années. Elle n'a jamais changé parce que nous ne pouvons pas changer les uns et les autres. Nous pouvons nous changer à nous-mêmes. Si vous êtes célibataire et que vous le viviez, vous devez bien calculer ce que vous ferez à l'avenir en le subissant pendant longtemps. Parce que c'est une chose pour vous d'idéaliser quelque chose. C'en est une autre, la réalité de la vie quotidienne. Parce que parfois les gens dont l'on vit d'être réunis avec la personne aimée, elles ignorent beaucoup de signes. Elles ferment les yeux pendant qu'ils sortent ensemble. Elles restent comme ça. Elles ne voient rien. Et puis elles se marient et veulent ouvrir les yeux. Mais c'est le contraire. Les yeux doivent être ouverts pendant que nous sortons ensemble. Quand nous nous marions, nous devons fermer les yeux sur beaucoup de choses. Parce que vous êtes déjà mariés. Alors célibataires, ouvrez grand vos yeux maintenant et voyez toutes ces situations autour de vous pour voir si ce mariage, cette union vaut la peine. Et pour vous qui vivez aujourd'hui ce défi avec les proches de votre mari, en particulier les belles-mères, pourquoi les belles-mères sont-elles le sujet de comédie et le sujet de plus grandes blagues du monde? Chaque culture a une blague de belle-mère, n'est-ce pas? Vous devez connaître les vôtres. Le genre de phrase heureux était vraiment Adam et Ève au paradis parce qu'ils n'avaient ni belle-mère, ni beau-père, ni famille d'origine. Ils étaient les premiers. Ou du genre, j'aime ma belle-mère, elle est chez elle et moi je suis chez moi. Tout le monde connaît un peu de ce genre de choses. Mais pourquoi cette relation est-elle si difficile? Pourquoi cette relation est-elle si entourée de jalousie, de méfiance? On pourrait faire le thème d'une vidéo juste avec ce pourquoi. Je ne vais pas parler du pourquoi maintenant, mais je vais vous donner un conseil sur la manière que vous pouvez résoudre cela. La première situation à laquelle vous devez penser est la suivante. Vous venez d'une famille et vous vous unissez à votre mari, à une autre famille. Les familles sont différentes. Chaque famille est différente. Je ne dis pas qu'une famille est meilleure que l'autre. Elles ont des différences. Il ne sert à rien de les comparer. Ce genre de dialogue dont vous allez dire ma famille est comme ça et ta famille est comme ceci, ça ne sert à rien. Cela va produire de mauvais commentaires, comparaisons, jugements, et cela ne va pas bien se terminer. Ça va faire mal. Car peu importe à quel point la famille a des problèmes, personne n'aime entendre parler de sa mère, de son père, de ses frères et sœurs, peu importe à quel point ils ont des problèmes, n'est-ce pas? Donc si vous aimez votre conjoint,
Vous ne pointez pas du doigt, vous ne lui balancez pas au visage les problèmes de sa famille. Vous pensez peut-être que la famille de l'autre est très mauvaise, mais pratiquement chaque famille a un beau-frère lâche, un ivrogne ennuyeux, quelqu'un qui emprunte de l'argent, quelqu'un qui fait toujours honte à la famille. Apprendre à s'en occuper, cela fait partie de la vie. Il faut naître mature pour cela. Le fait d'avoir des personnes problématiques dans la famille cause déjà de la souffrance à votre conjoint. Alors ne lui pointez pas du doigt, ne lui jetez pas au visage. Et si ce membre de la famille me fait souffrir? Tout d'abord, si vous êtes chrétienne, la Bible nous enseigne que toutes nos relations doivent être développées à partir de l'amour, car seul l'amour nous fait surmonter les différences. Il nous fait surmonter un rejet. Seul l'amour en est capable. Il n'y a pas de thérapie, pas de conseil qui nous fasse tenir debout et réagir correctement au mauvais traitement, être soudainement ignoré, mais l'amour en est capable. Mais il faut que l'amour ne soit pas faux ou que l'amour ne soit pas que des mots. Parce qu'il y a des gens qui, dans l'envie de vouloir de l'admiration de la famille, du conjoint, commencent à céder ou à faire de la bienveillance, à rendre des services, mais ils ne le font pas avec une bonne intention. Ils le font seulement parce que l'autre personne l'aime. Pour la faire, pour être approuvé. C'est un désir d'approbation. C'est un intérêt. C'est faire semblant, c'est égoïste. L'amour ne peut pas avoir cette base, car sinon, il ne produira pas de vrais fruits. Il ne sera pas réel. Que toutes vos actions soient fondées sur ce véritable amour, ce pur amour. Car si vous agissez ainsi, vous n'accuserez pas l'autre, le résultat de vos attitudes. Au contraire, vous savez que vous plantez dans le sol de Dieu et la récompense viendra de lui. Elle ne viendra pas de l'homme, elle ne viendra pas de l'autre. Un autre point observé est que beaucoup de gens font une erreur, mettent leur conjoint contre le mur, ont des attitudes qui forcent le conjoint à choisir, ou ta mère ou moi. Vous prenez parti pour votre mère ou pour moi. Bien sûr que quand on se marie, pour le mari, la personne la plus importante est la femme. Et pour la femme, la personne la plus importante est le mari. C'est pourquoi l'ordre biblique de Genèse, chapitre 2, verset 24, dit de quitter. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quitter est un sacrifice que vous faites pour constituer votre famille. C'est une rénonciation. Votre famille d'origine prend une autre place dans votre vie. Et la famille que vous constituez prend la place principale. Mais cela n'oblige pas votre conjoint à prendre parti tout le temps. C'est désagréable, cela fait mal. Personne ne veut prendre cette décision. Il est possible de vivre avec les deux amours, celui de l'épouse et celui de la mère. C'est possible. Ce que vous pouvez avoir, ce sont des conversations intelligentes avec votre mari. Ce que vous pouvez faire, c'est lui dire, regarde, que diriez-vous si, au lieu d'agir ainsi, en pensant que seule votre mère a raison, que diriez-vous si vous pensiez un peu différemment? Et si la situation est comme ceci et comme cela, ce n'est pas que vous allez faire cet exercice tout le temps, sinon vous allez être ennuyeuse. Mais vous devez lui parler de certaines situations pour qu'il ouvre les yeux, mais pas exiger qu'il prenne parti. D'accord? Et si vous faites tout, vous avez semé le respect, la considération, vous avez agi avec sagesse, vous avez agi avec amour, vous avez prié, vous avez planté votre foi pour changer cette situation et pourtant vous recevez du mépris, de l'humiliation, de l'impolitesse, vous arrivez chez votre belle-mère et vous vous rendez compte que vous n'êtes toujours pas bien vu.
J'ai appris au fil des ans qu'il y a des gens que vous aimerez, mais il faut aimer un peu à distance. Il ne faut pas aimer en les rapprochant tout le temps. S'ils ne veulent pas de votre compagnie, si vous n'êtes pas le bienvenu, à un moment ou à un autre, ne forcez pas, ne forcez pas. Aimez, mais aimez avec certaines limites de présence. Un exemple. Nous avons eu des dates commémoratives où les familles se réunissent habituellement et vous devrez vous rendre chez votre belle-mère à une telle date. Parlez avec votre mari, regarde chérie, mon amour. Nous ne resterons pas longtemps. Regarde, je vais préparer de la morue, je vais préparer une macédoine, j'apporterai, je n'arriverai pas les mains vides, c'est bien. Cela contribue. En arrivant à la maison, faites la vaisselle, mettez la table, aidez d'une manière ou d'une autre. Mais préparez votre mari à l'avance. Nous ne resterons pas longtemps. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails. Comme tu sais, ta mère ne m'aime pas, tu sais que ta mère va commencer à parler, à me provoquer. Non, dites, nous aurons une heure pour arriver et une heure pour repartir. Ce ne sera donc pas trop fréquent parce que c'est désagréable. Parce que personne n'aime être maltraité, personne n'aime prendre des coups tout le temps. En agissant de la sorte, vous fixerez des limites qui réduiront les conflits, qui réduiront les désagréments. D'accord? Ce ne sont là que quelques conseils qui peuvent vous aider à développer une meilleure relation avec votre belle-mère. Nous reviendrons dans la prochaine vidéo avec de nouveaux conseils.